Bonjour, amateurs de terreur et de mystère, bienvenue sur Rêve d'horreur, votre portail vers le surnaturel, où des histoires terrifiantes prennent vie et où la nuit devient encore plus fascinante. Ici, nous explorons l'inconnu et plongeons dans les recoins les plus sombres de l'au-delà. Si vous êtes fan de bonnes histoires d'horreur et que vous adorez les récits glaçants, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de laisser un like pour aider nos vidéos à toucher d'autres passionnés de l'horreur et ainsi renforcer notre chaîne. Partagez avec vos amis et, si vous n'êtes pas encore abonné, inscrivez-vous pour rejoindre notre famille. Votre interaction est essentielle pour la chaîne et je vous remercie d'avance pour votre précieux soutien. Maintenant, sans plus attendre, passons à la vidéo. Mon nom est Henri Dupont, et s'il y a une chose que j'ai apprise en mes 38 ans de vie, c'est que le destin a un sens de l'humour perverse. Je suis journaliste freelance, spécialisé dans les histoires que peu de gens osent enquêter. Et jusqu'à récemment, je pensais avoir tout vu, des crimes horribles aux phénomènes inexplicables qui défient la raison. Cependant, c'est dans un village reculé du centre de la France, appelé la Charité-sur-Loire, que mes convictions ont commencé à s'effondrer. L'histoire que je vais raconter n'est pas une histoire ordinaire. Elle est gravée dans ma mémoire. Chaque détail imprégné en moi comme un fantôme qui refuse de partir. Tout a commencé par un voyage sans prétention. Je couvrais un reportage sur les légendes locales pour un magazine culturel. Rien de très audacieux, juste un aperçu d'histoire qui, la plupart du temps, reflétait les superstitions locales. Mais il y avait quelque chose de différent à propos de la Charité-sur-Loire. Ce n'était pas seulement le silence inquiétant des rues, ni les regards furtifs des habitants. C'était comme si le lieu entier portait un fardeau inexplicable. Je suis arrivé en ville un après-midi nuageux d'automne. L'air avait cette odeur de terre mouillée et de feuilles en décomposition, typique de la saison. J'ai passé la nuit à l'hôtel Mille-Étangs, un petit hôtel familial avec des meubles qui semblaient avoir été récupérés d'un château du 19e siècle. Pendant le dîner, dans le petit restaurant de l'hôtel, un homme plus âgé engagea la conversation. Il s'appelait Jacques Lemoine et semblait être l'un des rares à ne pas me regarder comme un intrus. « Vous êtes venu pour les histoires, n'est-ce pas ?» demanda-t-il en remuant son vin dans son verre avec un ton qui frôlait le mépris. Je ris, essayant de détendre l'atmosphère. Je pense que les légendes locales sont plus intéressantes que les chiffres de l'économie. Il sourit, mais ce fut un sourire amer. Les légendes d'ici ne sont pas seulement des histoires, monsieur. Certaines d'entre elles sont plus réelles que vous ne voudriez. Intrigué, je lui demandai de continuer. Jacques hésita un instant, ses yeux semblant perdus dans un souvenir lointain. C'est alors qu'il me parla du croisement d'Estrées. Un endroit peu fréquenté où, selon lui, des événements étranges se produisaient depuis des décennies. Des gens disparaissaient, mais ce qui est encore plus étrange, ce sont ceux qui revenaient. Parce qu'invariablement, ces personnes changeaient. Et pas pour le mieux. On dit que ceux qui s'y rendent peuvent faire un pacte. Mais le prix est plus élevé que quiconque l'imagine, murmura-t-il avant de se retirer brusquement. Cette conversation me troubla. Pas parce que j'y croyais, mais parce qu'il y avait quelque chose dans la façon dont Jacques parlait. Une peur réelle, presque palpable. Je décidai d'explorer ce croisement le lendemain. Après tout, des histoires comme celle-ci sont le genre de pépites que les journalistes comme moi recherchent. Le matin suivant, je me rendis à la boulangerie locale, la boulangerie du Clocher, pour prendre un café avant de partir. J'en profitais pour demander aux habitants à propos du croisement. Les réactions allèrent des rires nerveux au silence pesant. C'est la propriétaire de la boulangerie, Madame Fournier, qui brisa enfin le silence. Le croisement est à environ 4 km d'ici, près d'un vieux chemin forestier. Mais si j'étais vous, je n'y irais pas seul. Son ton était sérieux, presque comme si elle m'avertissait d'un danger imminent. Bien sûr, je ne pris pas cela trop au sérieux. J'ai entendu ce genre de conseils 1000 fois et la plupart du temps, ce que je trouve, c'est une histoire exagérée ou quelqu'un qui essaie de faire peur aux étrangers. Je pris ma voiture et suivis les indications de Madame Fournier. La route était étroite, bordée d'arbres hauts qui bloquaient la lumière du soleil. À mesure que je m'approchais, la température semblait baisser,
Ou peut-être était-ce juste mon imagination. Enfin, j'arrivais au croisement. C'était un endroit insignifiant au premier abord. 2 routes de terre qui se croisaient, entourées de buissons denses. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Une sensation que j'étais observé, bien qu'il n'y ait personne à proximité. Alors que je marchais dans l'endroit, je remarquai quelque chose au sol. C'était une petite boîte en bois, partiellement enterrée dans la terre. Mon cœur s'emballa, non pas par peur, mais par excitation à l'idée d'avoir peut-être trouvé quelque chose qui pourrait crédibiliser l'histoire. Je creusais à main nue jusqu'à ce que je réussisse à sortir la boîte. Elle était décorée de symboles que je ne reconnaissais pas, et à l'intérieur, il y avait un morceau de papier jauni avec un nom inscrit. Julien Moreau. La découverte me plongea dans la frénésie. Qui était Julien Moreau? Et pourquoi son nom était-il dans cette boîte? Je décidai de retourner à l'hôtel pour enquêter. Jacques était dans le restaurant lorsque j'arrivais, et je lui montrai ce que j'avais trouvé. Il pâlit en voyant le nom sur le papier. « Vous auriez dû laisser ça où c'était, » dit-il, la voix presque inaudible. Jacques expliqua que Julien Moreau était un musicien local qui avait disparu il y a plus de 15 ans. Avant de disparaître, Julien était connu pour son talent exceptionnel à la guitare. Mais ce qui était curieux, selon Jacques, c'est que Julien ne savait pas jouer avant de disparaître. Il disait qu'il avait fait un pacte, murmura Jacques, les yeux fixés sur son verre de vin. Le mot pacte résonnait dans ma tête. C'était une idée absurde, mais Jacques semblait si convaincu. Il raconta que Julien avait commencé à devenir étrange peu avant de disparaître. Il évitait les gens, parlait tout seul. Certains disaient que l'homme était suivi par une ombre, mais personne ne savait exactement ce qui lui était arrivé. La curiosité me dévorait. Cette nuit-là, j'essayais de dormir, mais les pensées m'en empêchèrent. Je finis par prendre la voiture et retourner au croisement, armé d'une lampe de poche et de mon téléphone pour enregistrer tout ce que je trouverais. Quand j'arrivais, l'endroit était encore plus silencieux qu'auparavant. Il n'y avait aucun bruit d'oiseaux, ni le bruissement des arbres. C'était un silence oppressant. Je marchais jusqu'au centre du croisement et commençais à explorer, cherchant des indices. C'est alors que j'entendis des pas derrière moi. Je me retournai brusquement, tenant fermement la lampe de poche, mais il n'y avait personne. Le faisceau de lumière éclairait seulement les buissons clairsemés et les arbres qui semblaient plus proches qu'auparavant, comme s'ils s'étaient inclinés pendant que je ne regardais pas. Je pris une profonde inspiration, essayant de me convaincre qu'il s'agissait simplement de la tension qui jouait avec mon esprit. Mais alors, les pas recommencèrent. Ils n'étaient pas rapides, mais fermes, comme si quelqu'un marchait délibérément dans ma direction. Cette fois, je décidai de ne pas hésiter. Je dirigeai la lampe de poche dans la direction du bruit, et pendant un bref instant, je crus apercevoir quelque chose entre les arbres. Ce n'était pas exactement une personne, plutôt une silhouette, haute, mince et immobile. Je clignai des yeux et la forme disparut. Je suis en train d'imaginer des choses, pensai-je, bien qu'une partie de moi sache que ce n'était pas vrai. Mon instinct hurlait de partir, mais en tant que journaliste, j'avais appris à ignorer la peur quand quelque chose de digne d'intérêt était à portée de main. Je continuais à fouiller l'endroit, sentant que chaque pas m'emmenait plus profondément dans quelque chose que je ne comprenais pas. Finalement, je remarquai quelque chose de nouveau. Un petit cercle de pierre disposé soigneusement au sol, au centre du carrefour. Au milieu, une petite dépression dans la terre. Un autel improvisé? Un rituel? La lampe tremblait légèrement dans ma main alors que j'évaluais ce qu'il fallait faire. C'est alors que j'entendis une voix. « Pourquoi es-tu revenu ?» murmura quelqu'un, de quelque part derrière moi. Le son était faible, presque inaudible, mais suffisant pour faire bondir mon cœur. Je me retournai brusquement, et là, au bord du carrefour, se tenait un homme. Il semblait déplacé, vêtu de vêtements d'une autre époque. Un costume sombre et désuet qui semblait tout droit sorti d'un portrait ancien. Mais ce qui m'inquiétait le plus, c'était ses yeux. Il y avait quelque chose en eux qui ne semblait pas. « Emma. »« Qui êtes-vous » demandai-je, essayant de paraître plus ferme que je ne me sentais. Il inclina la tête, comme s'il réfléchissait à ma question. La vraie question est,
Qui es-tu pour toucher à ce qui ne te regarde pas? Je me sentais petit face à lui, mais je ne pouvais pas reculer. Je mène juste une enquête, rien de plus. Une enquête? Il rit, un son sec qui sembla traîner dans l'air. Toujours curieux, vous. Toujours à creuser, toujours à poser des questions. Et quand vous trouvez la réponse, vous voudriez ne jamais l'avoir cherchée. Avant que je puisse répondre, il se rapprocha de façon presque imperceptible, comme si l'espace entre nous avait disparu. Ses yeux se fixèrent sur les miens, et je ressentis quelque chose comme une pression dans mon esprit, une force invisible qui semblait fouiller mes pensées. As-tu entendu parler de Prix Henry? Utilisait-il mon nom, bien que je ne lui l'ai pas dit? Tout a un prix. Même ta curiosité. Ma bouche était sèche, mais je parvins à balbutier. Julien Moreau. Vous le connaissez? L'homme fit un pas en arrière, comme si le nom avait eu un impact inattendu. Il me regarda avec un mélange de divertissement et de mépris. Julien. Il voulait ce qu'il ne pouvait atteindre, comme beaucoup avant lui. De la musique, de la gloire, des applaudissements. Il a eu tout ça. Mais qu'est-ce qui est resté? Il fit une pause, laissant la question flotter dans l'air. Rien n'est donné gratuitement. La lampe commença à clignoter, et pendant un moment, l'obscurité prit le dessus. Lorsque la lumière revint, il n'était plus là. Mes yeux balayèrent la zone frénétiquement, mais il n'y avait aucune trace de lui. Le silence revint, lourd et oppressant. Je courus vers la voiture, mon cœur battant à tout rompre. En conduisant sur la route sombre vers l'hôtel, une sensation d'être suivi me poursuivit tout du long. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur, de peur de voir ce que je pourrais y trouver. À l'hôtel, je fermai la porte à clé et m'assis sur le lit, essayant d'organiser mes pensées. Cela n'avait aucun sens. Rien de tout cela n'avait de sens. Je pris mon ordinateur portable et commençai à enregistrer tout ce qui s'était passé. Comme si mettre des mots sur le papier pouvait m'apporter de la clarté. Mais c'est alors que quelque chose au fond de ma poche attira mon attention. C'était le morceau de papier de la boîte que j'avais trouvé. Mais maintenant, en plus du nom Julien Moreau, il y avait quelque chose de nouveau écrit. Henri Dupont. Je ressentis un frisson dans mon dos en réalisant ce que cela signifiait. Je n'étais plus un simple observateur. D'une manière ou d'une autre, j'étais devenu une partie de l'histoire. Cette nuit-là fut longue et sans repos. Le morceau de papier avec mon nom semblait irradier un poids invisible, comme si je tenais quelque chose bien au-delà d'un simple bout de papier. J'essayais de me convaincre qu'il s'agissait d'une coïncidence, mais je savais que ce n'était pas vrai. Quelque chose ou quelqu'un m'observait, manipulait, tirant des ficelles invisibles qui m'enserraient de plus en plus. Le lendemain matin, je décidai de chercher des réponses. Jacques était la seule personne qui semblait avoir une idée de ce qui se passait. Quand je le trouvais dans le restaurant de l'hôtel, il était différent. Plus réservé, plus nerveux. « Tu t'attaques à des choses que tu ne comprends pas, Henri », fut la première chose qu'il dit, sans même me regarder. « Mon nom est apparu sur le papier de la boîte, » répondis-je, posant le billet sur la table entre nous. Il releva enfin les yeux, et ce que je vis en eux fut de la terreur pure. Jacques saisit le billet avec des mains tremblantes et l'examina en silence avant de me le rendre. « Tu es marqué, dit-il, la voix presque éteinte. Quelqu'un t'a vu, et maintenant tu es dans le jeu. » « Quel jeu? De quoi parles-tu » Jacques prit une profonde inspiration et commença à parler à contre-cœur comme si chaque mot lui coûtait un effort immense. Il expliqua que le carrefour d'Estrée était connu pour être un lieu où des gens désespérés faisaient des pactes. Votre inscription est super importante pour notre croissance. Et lorsque vous aimez et laissez votre avis, cela nous aide à comprendre ce que vous aimez le plus et ce que nous pouvons améliorer. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser ce like et de partager vos commentaires. Votre participation fait toute la différence et ensemble, nous pouvons faire grandir cet espace de plus en plus. Merci beaucoup d'être avec nous. Continuons à créer quelque chose d'incroyable ensemble. Ce n'était pas qu'une légende. Selon lui, c'était un endroit ancien avec des racines dans des rituels païens bien avant que le christianisme n'arrive en France. Et ceux qui font les pactes, demandai-je, ils obtiennent ce qu'ils veulent? Jacques acquiesça lentement. Oui, mais il y a toujours un prix, une vie pour une autre, une âme pour un désir. Je ris, nerveusement. L'idée était absurde.
Des pactes, des âmes, c'était de la fiction, pas la réalité. Et toi, tu y crois? Défiai-je. Il me fixa, sérieux. J'ai vu le prix, Henri. Peu importe si tu y crois. Ce qui compte, c'est qu'eux y croient. Ce que Jacques dit me troubla. Il y avait une conviction dans ses paroles qu'on ne pouvait ignorer. Je décidai d'enquêter plus en profondeur, en commençant par Julien Moreau. Ce nom semblait être la clé pour comprendre ce qui se passait. Je passai le reste de la journée à la bibliothèque municipale de la Charité-sur-Loire, fouillant des journaux anciens. Il me fallut des heures, mais je finis par trouver quelque chose. Un article de 15 ans sur Julien. Il était décrit comme un talent émergent dans la musique, mais aussi comme une figure énigmatique. L'article mentionnait que Julien avait disparu mystérieusement après son dernier concert dans un bar local appelé Le Chant des Ombres. Le nom du bar était encore mentionné dans les anciens guides touristiques. Mais quand je demandais aux habitants, j'appris qu'il avait fermé peu de temps après la disparition de Julien. Le bâtiment existait toujours, mais il était abandonné depuis des années. Cela ne fit qu'accroître ma curiosité. Le soir, contre toute logique, je décidai de me rendre sur place. L'ancien Le Chant des Ombres se trouvait dans une rue étroite et mal éclairée, dans la partie la plus ancienne de la ville. La façade était usée, avec des fenêtres brisées et la peinture écaillée. L'atmosphère était lourde, comme si l'endroit portait le poids de toutes les histoires qui s'y étaient déroulées. J'ai poussé la porte qui grinça fortement et je suis entré. L'air était lourd, sentant le moisi et le bois vieux. J'ai pris ma lampe de poche et j'ai commencé à explorer. Les tables et les chaises étaient empilées dans un coin, recouvertes d'une couche épaisse de poussière. Il y avait une petite scène au fond, là où Julien avait probablement joué pour la dernière fois. En marchant, j'ai entendu quelque chose. Un bruit faible, presque imperceptible, mais indiscutable. De la musique. Une mélodie douce, jouée à la guitare. Mes pieds se sont figés sur place. J'ai regardé autour de moi, tentant de localiser l'origine, mais la musique semblait venir de partout. J'ai appelé quelqu'un, ma voix résonnant dans l'espace vide. Il n'y eut pas de réponse. Seulement la musique, qui semblait croître en intensité. Finalement, mes yeux se sont fixés sur la scène. Là il était, Julien Moreau. Ou du moins, ce qui semblait être Julien. Il était assis sur un tabouret, jouant de la guitare. Mais quelque chose n'allait pas. Son visage était pâle, presque translucide, et ses yeux étaient vides. Il leva lentement la tête, et lorsque nos regards se croisèrent, la musique s'arrêta brusquement. « Tu ne devrais pas être ici, dit-il, la voix résonnant de manière surnaturelle. » Avant que je puisse réagir, tout s'est assombri. Quand je suis revenu à moi, je me suis retrouvé allongé sur le sol froid de l'ancien bar. La lampe de poche était tombée à côté de moi, encore allumée, mais la lumière clignotait, sur le point de s'éteindre. J'ai essayé de me lever, mais une faiblesse inhabituelle a envahi mon corps. L'air semblait plus dense, comme si j'étais pris dans un mauvais rêve. Ma première pensée a été pour Julien. Il était là, j'en étais sûr. Ou du moins ce que cette figure jouant de la guitare était devenue. Son nom résonnait dans ma tête avec la dernière phrase que j'avais entendue. « Tu ne devrais pas être ici. » Il y avait quelque chose dans ces mots qui n'était pas seulement un avertissement. C'était un avertissement de m'éloigner, mais qui portait aussi un sentiment d'inévitabilité, comme si j'avais franchi une limite que je ne pouvais plus ignorer. Avec effort, je me suis levé, tentant de retrouver mon équilibre. Le silence dans le bar était maintenant absolu, pesant. Chaque pas que je faisais semblait produire un bruit plus fort que nécessaire. Je devais sortir de là, mais quelque chose me retenait. Un instinct étrange, peut-être de l'obstination, m'a poussé à regarder la scène une dernière fois. Il y avait quelque chose de différent. Sur le tabouret où Julien était assis, il y avait un petit objet, brillant faiblement sous la lumière vacillante de la lampe. J'ai monté les marches hésitant, sentant le poids invisible d'un regard que je ne pouvais pas identifier. Quand je suis arrivé près de l'objet, j'ai vu que c'était une bague. Un bijou simple, mais poli, avec une inscription interne presque illisible. Je l'ai prise et l'ai tournée pour tenter de déchiffrer ce qui était gravé. Après quelques secondes, j'ai réussi à distinguer les mots « Ce qui est donné doit être repris ». Les mots ont résonné dans ma tête comme un mantra sombre. Quelque chose dans la bague semblait chaude au toucher,
comme si elle portait une énergie propre. Je l'ai mise dans ma poche et suis descendu de la scène, sentant une urgence croissante de partir avant que quelque chose de pire ne se produise. Quand j'ai finalement atteint la rue, la nuit semblait différente. Le silence du bar s'était étendu à la ville. Il n'y avait ni vent, ni bruit de voiture au loin, ni pas. C'était comme si le monde avait retenu son souffle. Je suis retourné à l'hôtel aussi vite que j'ai pu, traversant des rues qui me paraissaient désormais trop étroites, des ombres qui semblaient bouger sans que je les regarde directement. Lorsque je suis arrivé dans ma chambre, j'ai fermé la porte à clé et j'ai fermé toutes les fenêtres. En m'asseyant pour traiter ce qui s'était passé, j'ai sorti la bague de ma poche et l'ai posée sur la table. Sa présence semblait dominer l'espace, comme si c'était plus qu'un simple objet. J'ai décidé de rechercher quelque chose à propos de l'inscription. J'ai allumé mon ordinateur portable et commencé à chercher. J'ai découvert que la phrase venait de vieux rituels occultistes français, particulièrement liés au pacte. Elle était mentionnée comme un rappel que tout ce qui est donné, que ce soit pouvoir, richesse ou succès, serait finalement réclamé en retour. La recherche m'a conduit à un nom que j'avais déjà entendu, mais qui maintenant semblait avoir un poids encore plus grand, Georges Dufresne. Il était un historien renommé spécialisé dans le folklore et l'occulte. J'ai décidé que je devais lui parler. J'ai trouvé son adresse dans un ancien article académique. Il vivait à Orléans à quelques heures de là. Le matin suivant, j'ai pris la voiture et suis parti pour Orléans. Le voyage a été long et solitaire. Mais le sentiment d'être observé m'a accompagné tout au long du trajet. Lorsque je suis arrivé à la maison de Georges, elle était exactement comme je l'avais imaginé. Une vieille bâtisse, avec des murs en pierre et de hautes fenêtres, entourée d'un petit jardin, apparemment négligé depuis des années. J'ai sonné à la porte, et une femme âgée l'a ouverte. « Je cherche Monsieur Dufresne », ai-je dit, en essayant de paraître aussi poli que possible. « Georges est dans le bureau », a-t-elle répondu en pointant un couloir à droite. Je l'ai remercié et suis entré. Le bureau était une grande pièce en désordre, avec des piles de livres couvrant presque toutes les surfaces. Au centre de la pièce, un homme mince aux cheveux gris feuilletait un énorme livre. Il a levé les yeux lorsque je suis entré et m'a évalué avec curiosité. « Henri Dupont, n'est-ce pas ?» a-t-il dit avant que je puisse me présenter. Ma surprise était évidente, mais il n'a que souri. Les nouvelles circulent vite dans ce cercle. En plus, tu portes quelque chose que tu ne devrais pas, n'est-ce pas? Il a pointé ma poche et j'ai immédiatement su de quoi il parlait. La bague, ai-je répondu, la sortant et la posant sur la table. Que sais-tu à propos de cela? Georges s'est approché et l'a examiné attentivement. Après un long silence, il a finalement parlé. C'est un anneau de pacte. Il a été utilisé par ceux qui ont scellé des accords à des croisements comme celui d'Estrée. Il porte l'énergie du pacte, mais il sert aussi de rappel. Un rappel de quoi? Que rien n'est gratuit. Il fit une pause et me regarda directement dans les yeux. Tu es entré dans quelque chose de dangereux, Henri. Ces choses ne disparaissent pas juste parce que tu le veux. Et Julien Moreau? Ai-je demandé. Il est lié à cela? Georges hocha lentement la tête. Il a fait un pacte, c'est certain. Mais ce qui est encore plus effrayant, c'est ce qu'il a laissé derrière lui. Avant que je puisse poser d'autres questions, la porte du bureau s'est ouverte violemment. Un vent froid a traversé la pièce, renversant des papiers et des livres. La bague sur la table a commencé à briller, comme si elle était un phare appelant quelque chose. « Nous n'avons pas de temps, Henri, » dit Georges en saisissant mon bras. « Si tu veux survivre, tu dois comprendre que ce n'est pas juste une histoire de pacte. C'est quelque chose de plus grand. » Le vent qui envahissait le bureau semblait venir d'un endroit qui ne faisait pas partie de notre monde. Tandis que Georges luttait pour fermer la fenêtre, je restais immobile, les yeux fixés sur l'anneau posé sur la table. Il pulsait à un rythme irrégulier, presque comme un cœur désynchronisé, émettant une lueur rougeâtre. Quelque chose était là, quelque chose qui ne se révélait pas complètement, mais dont la présence était indiscutable. Lorsque Georges réussit finalement à fermer la fenêtre, il se tourna vers moi, haletant. Ses yeux étaient écarquillés et son expression portait un mélange de peur et d'urgence. « Ils savent que tu es là, Henri. L'anneau les attire,
dit-il en pointant l'objet. Ils ? Qui sont-ils ? Demandai-je, essayant de garder mon calme, bien que la panique commençait à m'envahir. Georges hésita un moment avant de répondre, comme s'il pesait le poids de ses mots. Les collecteurs, ce sont eux qui viennent chercher ce qui a été promis dans les pactes. Ils ne viennent pas de ce monde, mais ils y ont accès lorsqu'ils sont appelés ou provoqués. L'idée que quelque chose me suivait, quelque chose d'invisible et implacable, fit tourner ma tête. Un frisson me parcourut la colonne vertébrale, comme si une paire d'yeux me fixait même ici dans la sécurité du bureau. « Et Julien ?» insistai-je. « Il est la clé de tout ça ? Il a fait le pacte ?» Georges acquiesça, mais son expression devint encore plus sombre. « Oui, Julien a fait le pacte. Et d'après ce que tu as décrit, il n'a pas réussi à échapper aux conséquences. Mais il y a quelque chose d'autre. Ces pactes ne sont pas de simples transactions. Ils ont des ramifications, Henri. Une fois que tu t'es impliqué, même indirectement, tu es dedans. Tu as pris l'anneau, ce qui signifie que tu fais maintenant partie de l'équation. » Mes mains commencèrent à transpirer. Je pris à nouveau l'anneau, hésitant, sentant le poids métaphorique qu'il semblait porter. « Alors, comment je m'en sors ?» demandai-je, ma voix tremblante. « Comment je brise ce lien ?» Georges soupira, comme si ma question n'avait pas de réponse simple. Il prit un gros livre d'une pile à côté et commença à le feuilleter, ses mains tremblantes passant sur des pages anciennes et usées. « Il y a des moyens de briser un pacte, dit-il finalement. Mais ils sont dangereux et ils ne fonctionnent pas toujours. Et tu dois être prêt à payer un prix, même si ce n'est pas toi qui as fait l'accord à l'origine. » Il pointa une illustration dans le livre. C'était l'image d'un homme à un carrefour, entouré d'ombres déformées, avec un symbole tracé sur le sol autour de lui. « L'endroit où le pacte a été fait est crucial, expliqua Georges. C'est là où le lien est le plus fort. Tu devras retourner au carrefour et réaliser un rituel de réversion. Mais ça ne plaira pas à ceux qui se trouvent de l'autre côté. » L'idée de retourner au carrefour d'Estrée me remplissait de terreur. Il y avait quelque chose dans cet endroit qui était profondément mal, comme si la terre elle-même était contaminée par des siècles de désespoir et de promesses brisées. « Et si je ne fais rien ?» demandai-je, presque effrayé de la réponse. Georges me lança un regard grave. « Alors ils viendront chercher, et quand cela arrivera, il n'y a pas d'échappatoire. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, chargés d'un poids écrasant. Je savais qu'il avait raison. Depuis le moment où j'étais entré dans ce bar, depuis le moment où j'avais touché l'anneau, ma vie avait changé de manière irréversible. La seule option était d'affronter ce qui que ce soit, même si cela signifiait me mettre en danger. Tandis que je conduisais de retour vers Estrée, le ciel semblait plus sombre que d'habitude, même en plein jour. De lourds nuages se formaient à l'horizon et un sentiment de malaise m'envahissait. À chaque kilomètre parcouru, je sentais que je m'approchais de quelque chose que je ne devrais pas atteindre. J'arrivais au carrefour en début de soirée. L'endroit était désert, mais la sensation d'être observé était accablante. Je garai la voiture et sortis, l'anneau dans une main et le livre avec les instructions de Georges dans l'autre. Le carrefour était marqué par de vieilles pierres, formant une sorte de cercle imparfait. C'était là que tout avait commencé. Et d'une manière ou d'une autre, je savais que c'était là que tout se terminerait. Alors que je commençais à tracer les symboles au sol, suivant les instructions du livre, le vent se leva, coupant et glacé. Les arbres autour se balançaient violemment et des ombres semblaient s'étirer, avançant vers moi. Soudain, j'entendis des pas. Je n'étais plus seul. Henri. La voix était inconfondable. Je me retournai rapidement et vis Julien, ou quelque chose qui ressemblait à lui. Ses yeux étaient différents, plus sombres, comme s'il n'y avait plus de vie en eux. Il sourit, mais il n'y avait rien d'humain dans ce sourire. « Tu n'aurais pas dû revenir, dit-il, avec un ton mêlant moquerie et menace. » Je me préparais à ce qui allait suivre, sentant que ce moment n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. La rencontre avec Julien n'était pas une coïncidence. Il était là pour une raison, et la simple vision de lui me fit retourner l'estomac. Alors qu'il s'approchait, il semblait apporter avec lui le même froid mordant que l'on ressentait cette nuit-là à Estrée, quand tout avait commencé. « Tu es venu tenter de défaire ce qui a déjà été fait ?» demanda Julien.
d'une voix oscillant entre le ton provocateur et menaçant. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, Henri. Il n'y a pas d'échappatoire. Tout mon corps se figea, mais je ne pouvais pas montrer de faiblesse. Je pris une profonde inspiration, essayant de me rappeler chaque mot de ce que Georges m'avait dit. Je serrais l'anneau dans la paume de ma main, comme si cela pouvait me donner un peu de contrôle sur la situation. « Qu'est-ce que tu as fait, Julia ?» demandai-je, ma voix porteur d'une fermeté que je ne ressentais pas. Tu savais vraiment dans quoi tu t'embarquais en faisant ce pacte. Il rit, mais c'était un rire vide, dépourvu de toute joie. Je savais assez, Henri. Je savais ce que je voulais. Et maintenant? Eh bien maintenant, il est trop tard pour des regrets. Je scrutais Julien plus attentivement et remarquais que quelque chose n'allait pas, au-delà de l'évidence. Il semblait déformé. Pas physiquement, mais comme si une partie de lui ne faisait pas partie de ce corps. Ses mouvements étaient légèrement décalés et son ombre semblait se déplacer indépendamment, défiant la logique. « Tu n'es plus le même, n'est-ce pas ?» demandai-je, essayant de garder le contrôle de la situation. Il inclina la tête sur le côté, comme si ma question l'amusait. « Qu'est-ce que tu en penses, Henri? Que se passe-t-il quand tu fais un pacte et que le temps commence à manquer? » Ils viennent. Ils prennent ce qui a été promis. Je savais la réponse avant même de poser la question, mais j'avais besoin de l'entendre de Julien. J'avais besoin de comprendre jusqu'où cela allait aller. « Et que se passe-t-il avec toi après ça ?» insistai-je. Son sourire disparut un instant, remplacé par quelque chose qui ressemblait à un mélange de regret et de terreur. Mais il retrouva rapidement son calme. « Ça n'a plus d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est que toi aussi tu es impliqué, mon ami. Tu as pris l'anneau, tu es venu ici. Et maintenant, ils connaissent ton nom. » Ces mots tombèrent comme un poids insupportable sur moi. Julien ne me mettait pas simplement en garde. Il me livrait. C'était comme si le sol lui-même vibrait, pulsant de vie. Ils sont ici, Henri. Et ils ne repartiront pas les mains vides. Julien commença à rire, mais son rire fut interrompu par un cri qui semblait venir de l'intérieur de lui. Il tomba à genoux, se tenant la tête, comme s'il tentait d'empêcher quelque chose de prendre le contrôle. Ses mains commencèrent à se tordre, et l'éclat rougeâtre de l'anneau émanait désormais de son propre corps. J'essayais de reculer, mais le vent semblait m'immobiliser sur place. Les ombres autour du carrefour commencèrent à se mouvoir, prenant forme. L'air devenait lourd, presque impossible à respirer, et la sensation que quelque chose s'apprêtait à se manifester était accablante. Je savais que le rituel devait être accompli. Je pris le livre que Georges m'avait donné, et les mains tremblantes, je commençais à réciter les mots. Ma voix était presque inaudible au milieu du chaos, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Alors que les mots sortaient de ma bouche, Julien releva la tête, ses yeux maintenant complètement noirs. « Ça ne sert à rien, Henri, » dit-il, d'une voix qui semblait ne pas être la sienne. « Tu as déjà perdu. » Le sol autour de moi commença à se fissurer, et le cercle que j'avais dessiné sembla s'illuminer d'une lumière blanche intense. Les ombres commencèrent à crier, un bruit assourdissant qui semblait résonner directement dans mon esprit. Je continuais à réciter, malgré la douleur croissante que je ressentais dans ma tête et ma poitrine. Je ne savais pas ce qui allait se passer, mais j'étais certain que le carrefour était l'épicentre de tout. Et c'était là que je devais affronter ce qui que ce soit. Le vent semblait avoir sa propre vie, une force invisible qui tournoyait autour du carrefour, emportant des feuilles, de la poussière et mon courage. Les ombres se regroupaient autour de Julien, qui était maintenant une caricature grotesque de lui-même. Son rire était étouffé par les cris des figures déformées qui émergeaient des ténèbres, contorsionnées et irréelles. Chaque mot du rituel que je prononçais semblait les enrager encore plus, rendant l'air presque irrespirable. Le cercle que j'avais dessiné au sol commença à briller intensément, comme si quelque chose réagissait à mes efforts. Julien se redressa avec difficulté, ses mouvements devenant de moins en moins humains. Ses yeux, noirs comme la nuit sans lune, se fixèrent sur les miens. « Tu penses que tu peux les arrêter, Henri ?» se moqua-t-il, sa voix résonnant d'un ton surnaturel. « Ils ne veulent pas seulement de moi. Maintenant, toi aussi, tu fais partie de tout ça. » Mes mains tremblaient, mais je continuais à réciter le rituel. Chaque mot semblait me prendre un morceau de mon énergie,
comme si le simple fait de les prononcer me vidait. Julien avança vers moi, et la distance entre nous se réduisit rapidement. La chaleur émanait de sa silhouette, mêlée à l'odeur de quelque chose qui brûlait. « Tu ne comprends pas » hurla-t-il, avec une férocité désespérée. « Ils ne peuvent pas être vaincus. Ils obtiennent toujours ce qu'ils veulent. » Avant que je puisse réagir, Julien avança hors du cercle, comme s'il avait l'intention de m'attaquer. Mais dès qu'il franchit la ligne que j'avais dessinée, il fut arrêté par une force invisible. Son corps fut projeté en arrière et il cria, non pas de douleur, mais de quelque chose de beaucoup plus profond. Du regret. Les ombres autour de lui commencèrent à l'envelopper, le couvrant comme un manteau vivant. Il se débattit, mais c'était inutile. Julien se désintégra devant moi, sa silhouette étant consumée par quelque chose qui semblait plus ancien que le temps lui-même. Son dernier cri résonna dans l'air, puis tout devint silencieux. Pendant un instant, je pensais que c'était fini. Mais la lumière du cercle s'intensifia, et la terre trembla. Une silhouette commença à émerger du sol. Ce n'était pas une ombre, c'était quelque chose de solide, un être aux proportions impossibles, avec une forme que mon esprit luttait à comprendre. Son visage, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi, était un mosaïque de traits qui changeaient constamment, ne se fixant jamais sur quelque chose de reconnaissable. « Henri, dit la créature, d'une voix qui semblait venir de toutes parts à la fois. Tu oses interférer avec les pactes ? » Mon corps se figea. Il n'y avait aucune réponse possible, aucun mot qui ait de sens face à une telle entité. Mais, instinctivement, je levai le livre et continuai à réciter le rituel, ma voix maintenant un cri désespéré. La créature rugit et le son fit vibrer mes oreilles. Le cercle commença à se refermer, la lumière maintenant éblouissante. Je sentis une force me tirer, comme si le sol voulait m'engloutir avec la créature. Mais je continuais, chaque mot un défi à cet être. Chaque syllabe un acte de résistance. Puis, dans un dernier rugissement, la silhouette fut aspirée à nouveau dans le sol et le carrefour tomba dans un silence absolu. Le cercle s'éteignit et l'air redevint respirable. Je tombai à genoux, épuisé, le livre toujours fermement dans mes mains. L'anneau auparavant pulsant était maintenant froid et inerte. J'ai survécu, mais je savais que je n'avais pas gagné. Les jours suivants, j'ai essayé de revenir à la normalité, mais rien n'était plus pareil. Partout où j'allais, j'avais l'impression d'être observé. L'anneau a été détruit, ou du moins, c'est ce que j'ai essayé de croire en le jetant dans la Seine. Mais le poids de cette nuit à Estrée me suivait toujours. Georges disparut mystérieusement et le bar où tout avait commencé fut fermé, comme si on essayait d'effacer toute trace de ce qui s'était passé. Les gens évitaient de parler de Julia, et ceux qui mentionnaient son nom le faisaient à voix basse, comme s'ils craignaient qu'ils puissent encore les entendre. Pourtant, je savais la vérité. Le pacte était toujours là. Et eux, qui qu'ils soient, n'en avaient pas terminé avec moi.